No matter where you go, remember the road that will lead you home. Les Échos du Sud d'ailleurs, aujourd'hui un nouveau numéro, dans lequel nous allons, dans les sommaires évidemment, puisque nous sommes déjà, parler de la pandémie du Covid-19. La pandémie du Covid-19, eh bien, en Afrique du Sud, les choses sont en train de prendre une escalade. Le gouvernement est presque dépassé. Les élèves qui étaient rentrés à l'école sont encore rentrés à la maison. On a encore fermé les écoles. Le président Cyril Ramaphosa vient de s'adresser encore à la nation. On ne peut malheureusement pas reconfiner l'économie sud-africaine ou sinon tout s'arrête. Eh bien, les choses sont très dures de ce côté-là. Nous allons donc parler de l'évolution du Covid-19 en Afrique du Sud. Nous allons aussi, dans notre émission Les Échos du Sud et d'ailleurs, eh bien, à votre grande demande, chers amis téléspectateurs, revenir encore sur ce sujet du voyage à l'extérieur, l'expatriation. Beaucoup de jeunes qui partent, qui cherchent une vie meilleure à l'extérieur, qui pensent que la vie... que le paradis se trouve à côté. Eh bien, pour témoigner de cela, nous allons recevoir dans cette émission un ami des Échos du Sud et d'ailleurs, en la personne de monsieur Hervé Moge, que vous connaissez. Il est un jeune comme vous, comme nous. Il a voyagé beaucoup de par le monde pour des raisons professionnelles et il va nous parler de son expérience de la vie à l'étranger. Il va nous parler de ce que le pays peut offrir aujourd'hui aux jeunes et il va vous donner des conseils à vous, chers amis téléspectateurs, très nombreux, vous qui écrivez chaque fois à l'émission Les Échos du Sud pour avoir justement des Échos du Sud. Et d'ailleurs, à la caméra, encore une fois, nous avons la participation de l'un des caméramens de Malaika Télévision et non des moindres. Eh bien, lui, c'est Rolly. Rolly, on l'appelle l'homme caméra. Et c'est lui qui vous fait ces belles images. Évidemment, avant d'aller dans le vif de nos sujets, comme nous sommes en Afrique du Sud, eh bien, encore une fois, de la bonne musique made in South Africa. Jean-Luc Moukoko, Bunker, on ne t'oubliera jamais toi.
Les Échos du Sud et d'ailleurs, évidemment, votre émission à laquelle vous êtes habitués sur Malaika Télévision, Covid-19 oblige, vous nous voyez, nous avons porté le masque. Eh bien, c'est pour vous faire passer le message. D'accord, on a déconfiné, mais la maladie est toujours là. Et donc, les mesures barrières, nous devons toujours les observer. N'oublions pas que la maladie est avec nous. La maladie n'est pas partie, mais il faut que l'économie tourne. C'est ainsi que la vie a repris, la vie est en train de reprendre, mais la maladie est toujours avec nous. La tempête est sur nous. Voici le message du gouvernement sud-africain à la population pendant que la Covid-19 est en train de répandre sa douleur à travers tout le pays. Cela a été au mois de mars passé, mais maintenant, les choses sont encore plus graves, avec un minimum de 10 000 personnes contaminées chaque jour. Le président Cyril Ramaphosa a souligné que ceci était un moment critique où le peuple sud-africain devait se mobiliser encore plus pour sauver le plus de vies que possible en mettant tous les efforts ensemble au niveau du service d'hygiène et de santé sud-africain. C'est dans cet ordre d'idées que le couvre-feu a été réinstauré en Afrique du Sud, ainsi que l'interdiction de la vente de l'alcool. Les écoles et universités ont encore une fois été fermées. Cela dans le but de diminuer le niveau de la vitesse de contamination sans être obligé de réimposer le confinement total qui aurait des conséquences catastrophiques et désastreuses sur l'économie du pays déjà en récession. Le docteur Salim Abdul Karim, numéro 1 des conseillers du gouvernement sud-africain concernant la Covid-19, disait à ce sujet que l'Afrique du Sud n'est pas prête à vivre un autre reconfinement total de son économie et ne tiendrait pas le coup, étant donné que le gros de la population évolue dans le secteur informel vivant au jour le jour. La distanciation sociale en Afrique du Sud est aussi pratiquement impossible car sa population, à 80%, est cloîtrée dans les townships, cités dortoirs, et y est pratiquement confinée et doit partager très souvent les mêmes installations sanitaires. La situation est presque la même dans toutes les provinces du pays, mais certaines s'y prennent mieux que les autres. Dans la province du Cap-Oriental, par exemple, les forces armées ont été appelées en renfort et ils jouent un grand rôle. Mais les conditions hygiéniques sont tellement mauvaises dans certains hôpitaux que le personnel médical refuse parfois d'y travailler. Des rumeurs de corruption et de mauvaise gestion s'y sont ajoutées. À ce sujet, le docteur Karim, toujours lui, déclare que certainement l'Afrique du Sud ne trouvera pas assez de personnel médical, de masques de protection et de machines oxygène pour couvrir cette pandémie. Pour terminer, il dit que la seule chose qu'il peut faire à ce moment, c'est faire face à la pandémie telle qu'elle se présente. Le luxueux centre d'affaires et de conférences de Cape Town, le Cape Town Convention Center, est aujourd'hui transformé en un centre médical d'urgence où doivent être traités les malades atteints de la Covid-19 avec une capacité de 1000 lits. Car cette ville, qui est l'épicentre de la pandémie, se prépare au pire. Des communiqués passent sur les médias disant que l'on a besoin urgemment de 5000 infirmières et médecins en surplus. Un tiers des personnes testées ici sont déjà infectées et il se pourrait qu'ils viennent à manquer dans les prochains jours de kits pour tester à cause d'un retard dans la fourniture. Le secteur de la santé pourrait être à ses limites d'ici le mois prochain. La pandémie est si forte que les autorités sont en train de localiser des sites où de nouveaux cimetières doivent être érigés pour y recevoir les victimes de la Covid-19. Au moins 2000 personnes doivent être enterrées dans ce cimetière pour les semaines à venir, ce qui est en quelques semaines le même nombre annuel de personnes enterrées ici. En observation des mesures barrières, un nombre strictement réduit des membres de famille sont permis d'assister aux funérailles et cela pendant 30 minutes maximum. Du côté de Johannesburg et de Soweto, les choses ne sont pas tellement différentes. Ici, c'est l'hiver austral. Les jours sont courts et on a très peu de temps pour enterrer les morts décédés de la Covid-19. Celui-ci est un jeune homme de 22 ans
qui lui aussi a été malheureusement victime et décédé. Ces moments rappellent les nombreux enterrements journaliers au moment de l'épidémie du sida dans ses débuts, mais maintenant les choses sont encore plus cyniques du fait que le nombre de personnes permises à assister est très réduit. Ici aussi, on se prépare au pire. Lors d'une conférence de presse, le docteur Bandile Massou, un officiel du ministère sud-africain de la Santé, déclare que la province du Gauteng se prépare à disponibiliser 1,5 million de caveaux pour les futures victimes de la Covid-19. L'infection n'a pas encore atteint son pic ici en Afrique du Sud, mais la seconde vague est déjà sur son chemin. La crise économique, suivie d'une crise sanitaire. Des longues heures et des longues queues d'attente pour un peu de nourriture. La plus grande crainte est que les personnes qui ont pu survivre à la pandémie pourraient mourir maintenant de faim dû au confinement. La Covid-19 expose les inégalités des couches sociales dans une société inégale. C'est dans les townships où la distanciation sociale est impossible que les gens sont le plus exposés. Il y a une autre raison qui rend l'Afrique du Sud si vulnérable devant cette pandémie. Le taux élevé de sida et de tuberculose. Il est vrai que les infrastructures sanitaires qui existent en Afrique du Sud ne peuvent pas être comparées à celles des pays voisins dans la région, mais avec cette pandémie, elles risquent de se révéler insuffisantes. Beaucoup de pays font face aux mêmes défis, mais en Afrique du Sud, les choses risquent d'être plus catastrophiques et désastreuses. Les Échos du Sud et d'ailleurs, évidemment, chers amis téléspectateurs, vous le savez, beaucoup d'entre vous, téléspectateurs, êtes jeunes, vous nous écrivez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur email. Vous nous posez des questions sur la vie à l'étranger, les études à l'étranger. Vous voulez avoir vos emails, avoir vos messages WhatsApp et Facebook. À 50%, vous voulez partir, disons même à 60%, vous voulez partir, quitter le pays, aller ailleurs pour différentes raisons, raisons d'études et autres. Eh bien, c'est à la demande générale qu'aujourd'hui nous revenons encore sur ce sujet que nous avons déjà développé dans une autre émission, dans une autre tranche. Mais à votre demande, nous revenons encore dessus et pour parler encore plus et parler avec des témoins, avec des gens que nous sommes allés rencontrer, des gens qui ont une certaine expérience. Ils sont aussi jeunes et ils ont pris l'avenir en main et ils servent aujourd'hui leur nation. Partir c'est bien, mais revenir c'est encore mieux. Les Échos du Sud et d'ailleurs, nous serons donc avec monsieur Hervé Moge que vous allez découvrir aujourd'hui et il va vous parler à cœur ouvert dans cette émission. Il va vous parler de la vie à l'étranger, le voyage et le retour au pays, certainement, parce que lui l'a fait. Les Échos du Sud et d'ailleurs nulle part ailleurs que sur Malaika Télévision. Vous allez permettre que je puisse passer un mot par rapport à cette pandémie qui touche le monde entier, et particulièrement aussi l'Afrique. Nous avons nos masques, c'est pour dire que les pays... on a levé l'état d'urgence, mais nous devons rester prudents et observer les gestes barrières pour éviter que nous ne soyons contaminés, que nous puissions contaminer les gens. Mais évidemment, pour les besoins de la cause, c'est une émission assez spéciale. Et merci pour le plaisir que vous nous accordez. Donc exceptionnellement, on va peut-être, je vais enlever mon masque pour que vos téléspectateurs puissent découvrir à quoi je ressemble. Un grand plaisir de participer, je crois, pour la première fois à cette émission. Et merci pour la confiance. C'est vrai, on s'est raté beaucoup, mais aujourd'hui, finalement, on se retrouve. Voilà. L'immigration vers d'autres cieux, risquer le tout pour le tout, voyager pour voyager. Beaucoup d'Africains, surtout des jeunes Congolais, sont prêts à risquer le tout pour le tout en allant chercher une vie meilleure ou le bonheur à l'étranger. On veut aller en Europe ou même en Afrique du Sud où l'on prend parfois des gros risques, des très gros risques.
Est-ce que cela vaut la peine? Ne peut-on pas trouver son bonheur ici même, dans notre chère RDC? Quelquefois, l'aventure paye, mais la plupart du temps, c'est la catastrophe, comme ici, en pleine mer Méditerranée, où ces voyageurs clandestins n'arriveront pas tous à destination, malheureusement. Des milliers d'autres aussi ont laissé la vie dans ce genre de tragédie. As journalists, we have an obligation for detachment, to observe and to report. But here, a human tragedy is unfolding in front of us. We are now part of it. Hold my hand! Hold my hand! Keep breathing, come on! Come on! His name is Abdul Latif. 1, 2, 3! And he survived. Monsieur Hervé, dans votre CV, certainement des voyages à l'extérieur du pays, des expériences à l'extérieur du pays. Les Échos du Sud d'ailleurs, nos amis téléspectateurs sont justement accrochés à cela. Beaucoup d'emails, beaucoup de messages Facebook et WhatsApp. La vie à l'étranger, l'expérience de l'étranger, la vie à l'étranger en tant qu'expatrié. On pense que le paradis, c'est à côté. Toi qui as fait cette expérience, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je dirais tout à fait particulière. C'est vrai, vous connaissez l'environnement à Kinshasa où j'ai grandi. J'ai passé quand même beaucoup d'années, toutes mes humanités à Kinshasa. Vous connaissez les rêves de tout jeune Quinois et tout ça, c'est quitter le pays, aller à l'extérieur et tout ça sans généralement savoir exactement qu'est-ce que nous allons chercher à l'extérieur. Pour des parents nantis, c'est vrai, il y a des parents à notre époque qui envoyaient des enfants à l'extérieur pour aller étudier et tout ça. Et il y en a qui ont été dans les bonnes écoles, les grandes universités et qui se sont retrouvés dans la vie professionnelle. Ils s'en sortent. Aujourd'hui, ils vivent depuis des années là-bas. Ils ont pris d'autres nationalités et tout. Mais pour la majorité des Congolais qui partaient, pour lesquels les parents parfois faisaient des sacrifices inimaginables jusqu'à vendre la maison, envoyer les enfants ou un enfant à l'étranger dans l'espoir qu'il va s'en sortir malgré qu'ils allaient sans moyens. Donc ils n'avaient pas la possibilité d'aller dans les écoles ou les grandes universités pour espérer avoir un emploi ou une profession stable et gagner sa vie normalement pour rétrocéder ce que la famille attendait d'eux. Et donc il y a eu beaucoup de déceptions. Je disais, moi je suis une expérience particulière ici de tous les avantages du système. Mais les gros vivent, c'est comme si il y avait une partie du Congo qu'on avait amené là-bas et on y vit comme on vit au Congo. Les habitudes alimentaires, tu as des gens 20 ans là-bas, mais l'anglais pose problème et tout ça. Quand j'ai vu les deux mondes là, je me suis dit, moi je me fais déjà un petit créneau chez nous. Je commence à me faire un petit nom et avoir un peu d'argent. Si je reste ici, même pour les études, je n'ai aucune source au pays. Si moi-même je ne suis pas là pour payer mes études. Donc je peux venir avec les petites économies. Je risquerais même de ne pas finir le cycle des études que je voudrais faire. Alors, j'ai décidé de faire comment on appelle ça, des trainings à court terme, que ce soit au pays ou à l'extérieur, à chaque fois que j'en avais l'occasion. Et puis finalement, je me suis dit, il n'y a pas mieux que mon pays. Parce que les opportunités qu'offre le pays, c'est vrai, aujourd'hui les prétextes pour les gros de la jeunesse, et c'est parce que aussi les aînés ou les systèmes du pays
ne communiquent pas suffisamment. Tout le monde parle politique. C'est bien, oui, l'étranger, il n'y a pas tellement de Congolais qui ont pu s'imprégner, s'impliquer dans les systèmes de ces pays-là. Mais, M. Hervé, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que le Congo offre assez d'opportunités à ces jeunes qui veulent partir, qui veulent quitter le pays, qui veulent s'exiler parce que déçus, parce que fatigués, parce que... Est-ce que le pays offre assez d'opportunités, M. Hervé? La preuve est que vous-même, vous êtes là, assez permanent. Il y a une époque, vous veniez pour 2-3 jours, c'était les tournages des émissions, les business, et puis rapidement vous repartez. Aujourd'hui, vous êtes là, je suis sûr que de vous-même, vous avez découvert les opportunités qu'offre ce pays. J'ai parlé beaucoup avec des jeunes, je suis resté, parce que c'est un monde qui me passionne sérieusement. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de partager avec la jeunesse, je leur donne les côtés positifs de ce pays, les opportunités que ce pays nous offre. Je voulais dire quelque chose avant que vous ne puissiez me poser la question. Qu'aujourd'hui, la façade politique obstrue beaucoup les opportunités que le pays ici offre. Je connais dans cette province du Haut-Katanga, pour ne pas dire les grands Katanga, même à Kinshasa, à chaque fois que ce pays a traversé de très graves crises politiques, j'ai croisé des expatriés américains, français, sud-africains qui disaient, même quand ça crépitait, pendant qu'il y avait des Congolais qui fouillaient pour aller en Zambie ou ailleurs, il y a des expatriés à l'endroit où nous sommes et dans d'autres hôtels de la ville, d'autres espaces, restaurants qui disaient, nous on mourra ici. C'est-à-dire, eux ont découvert quelque chose que nous-mêmes on ne découvrait pas. Et à cette façade politique qui obstrue la vue de la jeunesse sur les vraies opportunités que ce pays peut offrir, nous avons aussi un manque de communication. Nous n'avons pas un système qui communique suffisamment. Aujourd'hui, ce pays n'offre pas, à l'époque, tout le monde pouvait travailler à la GECAMI, à la SNCC, à la SNEL et tout ça. La démographie a plus qu'explosé. Aujourd'hui, ces entreprises-là sont presque moribondes. Et tout ça parce qu'elles ont un objet social, malgré qu'elles sont transformées en société commerciale. Les réformes n'ont pas suivi comme il fallait. J'ai vu les rêves de tout Quinois, de tout jeune Congolais. Dès que j'ai mis les pieds à Bruxelles, à Zaventem, j'étais pressé d'arriver sur Louise. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je suis allé, j'ai vu des immeubles normaux, des blancs et tout ça, un pays développé parce que des gens travaillent. À Paris, c'est vite les Champs-Élysées et tout. Ensuite, je ne sais pas c'est quoi. Vous allez à Monaco, vous allez... Bref, j'ai vu et j'ai compris que ces gens-là, pour avoir cette vie-là, ce n'était pas gratuit, il fallait travailler pour avoir cette qualité de vie-là. Et ce n'est pas en étant là-bas, en restant là-bas, regarder les gens jouir de leur richesse, que j'allais devenir riche comme eux. Il fallait que je travaille. Et je ne suis pas déçu parce que j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a des pays hyper intéressants à travers le monde, mais je me suis dit, la source pour que j'aille là, tous ces voyages, c'est mon pays qui m'a offert. Ce sont les opportunités, le travail dans mon pays qui m'ont permis, quand je voyage, d'être dans les mêmes hôtels que ces riches qui viennent là-bas, d'être dans les meilleurs restaurants, d'être dans les meilleures conditions. Vous vous rappelez à une époque, quand les gens allaient à Djobour, il fallait trouver un frère qui habitait là-bas, on dormait au salon, à même les sols, à 4, à 5, à 6, et tout ça aujourd'hui c'est difficile. Quand des jeunes arrivent, ils sont dans les grands hôtels de Djobour,
ils ont des appartements et tout ça. Et la source de cette richesse est venue du pays. Mais nous devons transmettre. Et nous devons expliquer à cette jeunesse, ça ne sert à rien de fuir les pays si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire à l'extérieur. Si vous avez une raison et qu'il y a les moyens pour s'apporter ça, vous pouvez y aller si vous avez des parents qui peuvent se sacrifier pour vous offrir ça. Mais si vous êtes les seuls à pouvoir le faire, vous ne pouvez pas à la fois être là-bas et chercher l'argent au pays pour financer ce qui doit être fait. C'est ce qui fait malheureusement que vous rencontrez 70% ou 80% de notre diaspora à l'extérieur du pays, dans tous les pays où moi j'ai été, très marginalisés parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans le système de ces pays-là qui est très compliqué. Si vous n'avez pas été dans leurs universités, dans leurs écoles, c'est difficile d'être accepté, d'être intégré, de travailler, d'avoir des cartes de crédit et pouvoir s'offrir ce qu'on veut. Donc, moi, mon rêve, c'est le Congo et de développer le Congo. Je suis trop à l'aise au pays. Je me sens beaucoup mieux chez moi et je dis toujours merci à ce pays qui m'a tout donné. Contrairement à l'image que j'avais, je me disais que j'allais faire ma vie peut-être au Texas. J'aimais beaucoup George Bush le père, Mitterrand, Jacques Chirac. À une époque, je me disais, moi, il faut que j'aille en France, je veux vivre en France. Mais bon, j'ai vu. C'est bien, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut avoir les moyens pour vivre en Côte d'Azur, je ne sais pas où, comme les gens disent, il faut les moyens. Tu ne peux pas arriver et t'offrir une vie gratuitement dans ce pays-là. Donc bref, je pense que le gouvernement devrait investir sur la jeunesse. L'entrepreneuriat de la jeunesse doit être encouragé et motivé par le gouvernement. Mais au-delà de ça, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Parents que nous sommes, déjà dès le jeune âge de nos enfants, commençons à leur inculquer cette culture de créer nos propres entreprises, de travailler pour nous-mêmes. C'est plus payant que d'aller travailler dans les sociétés de l'État qui sont presque moribondes. Chers amis téléspectateurs, vous avez suivi Hervé Moche. Quelque chose que je retiens, il a dit, ça ne sert à rien de quitter le pays, d'aller ailleurs, vous regardez les autres se réjouir. On ne peut pas se réjouir sans avoir travaillé. Il faut travailler dur avant de vouloir se réjouir, avant de vouloir avoir une place au soleil, avant de enjoy, comme on dit en Afrique du Sud. Il faut travailler dur et ça, Hervé Moche a été clair à ce sujet. Pour peut-être chuter, Hervé, est-ce que tu as quelque chose de particulier qui t'a marqué partout là où tu es allé, de par le monde, parce que tu as fait les États-Unis, tu as fait l'Europe, tu as fait l'Afrique, tu l'as dit, l'Afrique du Sud, n'en parlons pas. Qu'est-ce que tu as retenu de l'étranger? Qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as gardé comme leçon de tous tes périples? Parce qu'ici, au fait, c'est le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de nous écrire chaque fois que l'émission Les Échos du Sud d'ailleurs passe et qui nous suivent chaque fois. Alors toi qui es un témoin, toi qui as vécu l'extérieur, qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui, Hervé? Je ne dirais pas ou je ne demanderai pas aux jeunes de ne pas rêver ou d'avoir des projets pour aller à l'extérieur du pays. Ces pays, pour les construire aussi, il y a plusieurs formes d'expertise dont nous avons besoin. Sur le plan technique, on n'a pas beaucoup de collaboration avec les autres pays dans les transferts de technologies. Donc ça suppose que nous devons envoyer des jeunes pour aller étudier et tout ça. S'il y a des bourses et que des gens peuvent bénéficier de ces bourses-là, là encore c'est une responsabilité du gouvernement et peut-être d'autres institutions qui le font déjà, les églises, certaines ONG, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins du pays. C'est pourquoi il faut que l'État
s'impliquent un peu dans ce sens-là. Les Échos du Sud et d'ailleurs. Les Échos du Sud et d'ailleurs, une émission qui plaît à beaucoup d'entre vous. Vous êtes très nombreux à nous contacter sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur email. Et ici, nous pensons à un ami de téléspectateur et non des moindres. Eh bien, lui, c'est Jean Taïwe. Lui, il est chaque fois à l'écoute et à la vue des Échos du Sud et d'ailleurs. Jean Taïwe, eh bien, Jean Taïwe, nous te saluons. De là où tu es, nous savons que les Échos du Sud et d'ailleurs, c'est toi. Les Échos du Sud et d'ailleurs, nulle part ailleurs que sur Malaika. Encore une fois, Hervé, merci pour ta disponibilité. Merci et peut-être un dernier mot. Nous devons croire en cette jeunesse, nous devons l'encadrer et l'État, nos provinces, nos gouverneurs, nos gouvernements provinciaux doivent réserver un budget assez conséquent dans ce secteur de la jeunesse pour l'encadrer. Aujourd'hui, nos jeunes sont utilisés comme des boucs émissaires par nos partis politiques qui sont tout le temps dans la rue pour 5 000 francs, pour 2 000 francs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de l'emploi. Et ça casse le peu d'infrastructures que le pays a à chaque fois qu'on a des manifestations. Donc ici, je profite de ces micros pour sensibiliser les autorités, tant au niveau national que provincial, parce que nous avons un pays découpé. Aujourd'hui, il y a plus d'opportunités de développement aussi dans nos provinces parce qu'on a des institutions sur place qui peuvent prendre certaines décisions qui étaient hier réservées au gouvernement national. Donc il faut encadrer la jeunesse et effacer petit à petit cette image que les jeunes trouvent comme prétexte que comme la politique ne va pas, il faut qu'on quitte le pays pour qu'on parte. Donc pendant que nous-mêmes du pays, les fils du pays, nous quittons, il y en a qui viennent parce qu'eux ont découvert que notre pays était un trésor. Donc il nous appartient à nous d'expliquer à cette jeunesse qu'il ne faut pas partir. Si vous partez, ramenez une expertise pour développer votre pays. Ne regardez pas tout ce qui se passe en politique. Les gens se disputent matin, midi, soir. Quelques mois après, ils sont dans un même gouvernement. Ils rigolent, ils sont dans le même conseil des ministres et tout ça. Et vous qui partez, peut-être que vous ratez la vie où vous allez, pendant que ceux qui vous ont amené dans la rue, qui vous ont opposé à votre pays, et se retrouvent et sont au pays, dans des grandes villas et tout ça, roulant carrosse. Ayons confiance dans ce pays. Comptons d'abord sur nous-mêmes, avant que l'État, avant que les autres ne nous viennent en aide. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Restez, travaillez, débrouillez-vous pour découvrir votre créneau et Dieu va vous aider à trouver et vous allez vous en sortir. Je ne suis pas le seul, nous sommes très nombreux. Il y en a qui sont nés en Europe, aux États-Unis, qui sont revenus, ils vivent maintenant au Congo, ils cultivent, ils font des champs, ils font 1 million de choses qui marchent aujourd'hui et ils n'en vivent plus. Les frères qu'ils ont laissés à l'extérieur du pays. Voilà un peu mon petit message et nous restons ouverts pour tout contact. Les gens peuvent vous contacter comme ils ont vos coordonnées pour nous poser des questions ça et là, pour des petits entretiens. Je participe beaucoup dans des conférences que les jeunes organisent, les associations, les organisations pour partager ma petite expérience de la vie avec la jeunesse et on s'aide mutuellement. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Monsieur Hervé, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Là, Hervé termine justement par ce que nous avons souhaité, Hervé, avoir des conférences, débats, où les jeunes qui reviennent au pays, qui sont nombreux, qui ont évolué à l'extérieur, qui ont découvert la beauté, la valeur de ce pays, parlent à leurs frères afin qu'on puisse arrêter cet exode. Comme Hervé l'a dit, beaucoup malheureusement ne rentrent pas au pays parce que là où ils sont partis, ça n'a pas tourné comme ils le voulaient.
D'autres ont même perdu leur vie, surtout ceux qui font l'immigration clandestine, Hervé. Beaucoup se sont fait bouffer par les lions, par les bêtes féroces dans les parcs en voulant juste aller à côté, en Afrique du Sud, passant par le Mozambique ou par le Zimbabwe. Dans la rivière Limpopo, c'est plein de crocodiles. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons un pays fort avec une jeunesse forte. La jeunesse, c'est la force du pays. Donc bientôt, nous allons commencer cette série de conférences débats avec des gens du gabarit de Hervé, permet que je le dise, du gabarit de Hervé, et qui vont parler à ces jeunes qui rêvent encore. Vous qui nous écrivez très nombreux, je veux aller au Canada, je veux aller en Afrique du Sud, je veux aller en France. Ils sont nombreux, Hervé. Nous voulons que vous puissiez, si vous partez, si vous arrivez à partir, savoir que vous devez d'abord avoir des moyens, comme Hervé l'a dit, et si vous n'avez pas ces moyens, travaillez à bord sur place, et le temps que vous ayez ces moyens, vous allez découvrir que lorsque vous serez prêt à partir là-bas, ça sera juste en vacances, et votre pays reste votre pays. Merci encore une fois, chers amis téléspectateurs, les Échos du Sud et d'ailleurs, nous serons encore avec vous dans un autre numéro. Bonne soirée chez vous, bonne journée chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bye bye et au numéro prochain.